conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour Question Éco, émission consacrée aux enjeux économiques et sociaux, diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité de la doctrine sociale de l'Église. En effet, de Léon XIII à Léon XIV, l'Église catholique a développé un magistère social en réponse aux grands défis sociaux de chaque temps de l'histoire. Les papes ont ainsi voulu éclairer les choses nouvelles qui avaient un impact décisif sur la dignité humaine et la vie sociale. Aujourd'hui, les grands acteurs économiques cherchent à répondre à de nombreux défis éthiques et les entreprises développent de plus en plus des programmes visant à assumer une responsabilité sociale et environnementale au-delà de la seule recherche du profit. Dans ce contexte, de nombreux thèmes et grands principes qui sont développés dans l'enseignement social de l'Église entrent en résonance particulière avec ces défis contemporains. Bref, la DSE n'est pas un objet poussiéreux, ce n'est pas un objet dépassé, elle est au contraire aussi actuelle qu'elle est ancienne, et son actualité est brûlante. Et pour dresser un état des lieux de cette actualité brûlante de la doctrine sociale de l'Église, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Olivier Chevreau, associé dans un cabinet de conseil et spécialiste de la DSE. Bonjour Olivier Chevreau. Bonjour Guillaume. Je vais vous présenter, vous avez déjà la formation, vous avez une double formation, littéraire et commerciale. Alors littéraire, vous avez fait une prépa littéraire. Tout à fait. Hippocagne, comme on dit. C'est Puis ça. après, vous avez fait un master d'histoire contemporaine. Oui. Mais vous êtes quand même rentré aussi après à HEC, donc vous avez complété par une formation commerciale. Donc je ne vais pas décliner l'ensemble de votre CV. Vous êtes actuellement associé dans un cabinet de conseil, un grand cabinet de conseil, et vous êtes à ce titre au contact des grandes réalités économiques et des entreprises elles-mêmes, et parfois même des très grandes entreprises, des géants de ce monde, vous les connaissez. Et pour le passé, vous avez exercé des responsabilités dans des entreprises, dans des activités financières, mais aussi extra-financières. Vous avez été directeur administratif et financier, par exemple. Tout à fait. Et là, ça va nous intéresser encore plus. Vous avez été directeur RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc, vous connaissez bien ce sujet. Vous êtes un spécialiste, mais aussi, et on va l'apprendre pendant cette émission, un praticien concret de la DSE, et vous êtes engagé dans toute cette mouvance de la finance intégrale, dite la finance éthique, et nous avions fait une émission avec Don Pascal-André Dumont sur ce sujet. Voilà, alors aujourd'hui, on va essayer de convaincre nos auditeurs que la DSE n'est pas un objet poussiéreux, qu'elle est hier et aujourd'hui toujours d'actualité. Et vous avez fait un travail précisément pour démontrer que la DSE, à chaque étape importante de l'histoire de nos sociétés, notamment occidentales, de la révolution industrielle à nos jours, à la révolution de l'intelligence artificielle, a développé un enseignement pour répondre à ces grands temps, en fait. Donc, Tout à fait, Guillaume. Et je pense que vous l'avez rappelé, ça c'est né en 1891 avec Rerum Novarum, donc de Léon XIII à Léon XIV. Il s'est passé 135 ans, et dans ces 135 ans, à chaque moment de crise sociale ou environnementale ou sociétale ou politique, il y a eu une réponse de la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que c'est peut-être la doctrine sociale de l'Église ? Il faut rappeler que, comme le disait Saint Jean-Paul II en 1987 dans Sollicitudo Rei Socialiste, ce n'est pas une idéologie, c'est plutôt comprendre les réalités de l'homme, les réalités complexes de l'homme, à la lueur de la tradition et de l'Évangile. Il s'agit donc d'une théologie morale, c'est-à-dire de quelque chose qui nous enseigne comment se comporter, comment vivre dans les réalités économiques, sociales, environnementales. Donc en effet, ce n'est pas du tout poussiéreux, puisque le sujet va être de comprendre notre réalité. Et si on prend un certain nombre d'exemples, aujourd'hui, le pape Léon XIV sort Magnificat Humanitas sur l'intelligence artificielle. Donc c'est le premier texte de référence pour comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle et quelles sont les règles, les limites par rapport à cette technologie. Mais si on rappelle quelques années auparavant, le pape François avait sorti Laudato Si en 2015. L'écologie, oui, bien sûr. Alors sur tous les enjeux écologiques
ensemble de l'écologie, c'est-à-dire aussi bien l'écologie environnementale que l'écologie culturelle, que l'écologie intégrale et donc l'écologie humaine aussi, donc sur toutes les facettes de l'écologie. Mais si on remonte un peu plus dans le temps, on peut penser Rerum Novarum, c'est quand même l'encyclique qui a lancé le syndicalisme chrétien. Syndicalisme chrétien qui a abouti à la naissance de la CFTC, par exemple, en France, mais aussi dans les années 80 de Solidarnosc, qui a eu un poids politique assez important et une influence importante en Pologne. Et ce syndicalisme, c'était un syndicalisme de négociation réformiste. Donc à un moment où on avait une dichotomie entre le capital et le travail, où il fallait soit être d'un côté, soit être de l'autre, l'Église apportait une solution intermédiaire qui permettait vraiment de construire un dialogue au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait une situation assez douloureuse où il y avait effectivement une question sociale qui était très prégnante et douloureuse. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions de travail, des conditions de vie au travail qui n'étaient pas dignes. Donc il y avait de quoi créer une fracture énorme dans la société. Alors, et l'Église, elle n'est pas du côté de la lutte des classes, mais de la coopération de toutes les couches de la société. Et donc la situation d'aujourd'hui est pareille. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement complexe d'un point de vue environnemental, avec un changement climatique qui s'accélère. Complexe d'un point de vue social, avec des inégalités qui s'accroissent. Complexe d'un point de vue de la vie bioéthique, avec des techniques qui remettent en cause fondamentalement la vie. Oui, parfois on a l'impression d'aller vers le meilleur des mondes, quoi. Ouais. Exactement, à la mort naturelle. Et complexe d'un point de vue technologique, avec une intelligence artificielle qui, là aussi, sans borne, sans limite, peut avoir un impact sur la dignité de la personne humaine assez important. Donc vous le voyez bien, la DSE, elle est fondamentalement actuelle. Elle nous interroge, elle nous pose des questions fortes et nous oblige à avoir une réponse éthique sur chacun de ces sujets social, sociétal, environnemental et technologique. Et alors vous avez fait un travail de découpage que j'ai sous les yeux, dont j'ai pris connaissance, et vous avez vraiment démontré, alors, sur la crise de 29, réponse à la crise de 29, quadragesimo anno. Quadragesimo anno en 1931, c'est la volonté de répondre à la crise des années 30. Vous avez d'un côté les montées des idéologies communistes et nazies, où on est dans la confrontation entre le capital et le travail, selon que vous défendez l'un ou l'autre. Le pape Pie XI, justement, refusait cette confrontation entre capital et travail et montrait qu'il y avait une place justement pour un syndicalisme chrétien et pour une négociation entre patrons et ouvriers. Et la doctrine sociale de l'Église continue. On peut citer par exemple Pacem in Terris en 1963, de Jean XXIII. On est à une époque de la guerre froide, entre l'opposition, entre le libéralisme et le communisme. Le pape prend clairement position en faveur des droits de l'homme, en faveur de la dignité de la personne humaine et de la nécessité de quitter aussi cette dichotomie entre libéralisme et communisme. Si je continue, je pense qu'une encyclique très importante, c'est Populorum Progressio de 1967. C'est une encyclique qui comprend le monde de la décolonisation, c'est-à-dire, attention, le Nord-Sud est beaucoup plus complexe. On a les pays non alignés, on a la décolonisation qui fait que exactement, plein de nouveaux pays, et qui n'ont pas du tout le même degré de développement. Et donc, comment avoir un développement pour l'homme et pour tout homme ? Donc, on cherche aussi bien la finalité que la modalité. On s'assure qu'on développe bien ces pays-là, non pas en les exploitant et en bénéficiant pour les pays riches, mais faire que tout le monde progresse ensemble. Cette question de solidarité qui va se retrouver beaucoup chez Jean-Paul II derrière. Si on continue en 1981, Laborem Exercens, c'est surtout les enjeux humains du travail, de la beauté du travail. Au moment où on parle de Stakhanov, du côté de l'Est. Oui, le travail, le juste salaire, par exemple. Le juste salaire, l'accueil des migrants, l'accueil des handicapés, l'inclusion des femmes, le devoir de vigilance, autant de sujets extrêmement importants dans Laborem Exercens. Bien sûr, dans les années 2000, ça s'est encore accéléré. Je pense qu'une encyclique très importante, c'est Caritas in Veritate de Benoît XVI. On est à un moment où on a une accélération du changement climatique, on a des crises sociales de très grande ampleur, on a aussi des accélérations de crises géopolitiques
Benoît XVI vient rappeler que tout se tient, aussi bien les domaines environnementaux, sociaux, économiques, spirituels, tout est lié, et qu'on a la nécessité de trouver des nouveaux modèles économiques qui ne recherchent pas uniquement le profit à court terme, mais qui vont tenir compte de l'ensemble. Et lesquels modèles économiques sont appelés à intégrer, dit-il dans cette encyclique, la dimension du don, ce qui est assez nouveau pour le monde concurrentiel des affaires. Exactement. Ce principe de gratuité, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Il est extrêmement important parce que ça peut être aussi bien de la gratuité du point de vue caritatif, mais ça va beaucoup plus loin que cela dans l'intégration de la gratuité. Évidemment, Laudato Si, 2015, l'année des accords de Paris sur les enjeux environnementaux. Et quand même, parlons-en de Magnificat Humanitas, Voilà, sur l'intelligence artificielle, sorti le 15 mai, 135 ans après Rerum Novarum. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en une minute de Magnificat Humanitas ? C'est un appel très fort du pape Léon XIV à la dignité de la personne humaine, à la fois à une certaine admiration de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle, et en même temps à tous les risques et limites que présente l'intelligence artificielle sur la dignité de la personne humaine. Très bien. Alors, nous allons marquer la première pause dans cette émission, Olivier Chevreau. Et vous avez choisi comme titre de la musique classique, c'est Ducasse, c'est L'apprenti sorcier. Présentez-nous ce titre que nous allons écouter. Avec Magnificat Humanitas, je trouvais que c'était le titre assez logique, où on voit qu'une technologie peut être merveilleuse, mais présente des risques. Et c'est un peu le thème de l'apprenti sorcier. Est-ce que parfois l'homme n'est pas un peu apprenti sorcier ? Oui. Eh bien, on va l'écouter, on aura peut-être la réponse dans les 3 minutes qui viennent. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de KTO Radio, Question Écho, émission consacrée à Conversation du week-end. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Chevreau, consultant dans un cabinet de conseil et spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Et nous parlons de son actualité brûlante. Alors Olivier Chevreau, dans la première partie, vous nous avez démontré, chronologie à l'appui, que chaque encyclique avait répondu à une problématique décisive du temps où elle se situait. On a parlé de ce qu'était la doctrine sociale de l'Église, on est resté dans quelque chose d'assez général, mais il y a des choses très concrètes aussi, et notamment en ce temps où a émergé la notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. La RSE, qui est aujourd'hui en place dans toutes les entreprises, on va dire, de taille intermédiaire et très grandes entreprises dans tous les grands groupes. En effet. Et alors, il y a la DSE,
doctrine sociale de l'Église, il y a la RSE. Et on va voir que les choses peuvent se répondre éventuellement, où la DSE peut éclairer la RSE. Vous avez été directeur Directeur RSE. Donc vous avez mis en place les politiques RSE dans Tout à une fait. entreprise qui était de quelle taille à peu près ? Cette entreprise faisait de l'ordre de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 28 000 employés. Oui, donc là on est dans une grande entreprise. C'est plus une ETI là. Très bien. Alors ça a émergé quand cette notion de RSE ? Alors, la notion de RSE, elle émerge dans les années 50, dans les années 60, en effet, aux États-Unis. Je dirais qu'elle s'est déployée de manière très forte à partir des années 2000, donc à partir de la définition des objectifs du développement durable par les Nations Unies, à partir de la loi Pacte, et bien sûr à partir de la montée du sujet environnemental, notamment des accords de Paris de 2015, donc l'engagement pris par tous les pays de décarboner ces activités pour réduire l'effet du changement climatique. Et puis toute une série de lois. 2017, la loi sur le devoir de vigilance, par exemple, en France, et puis ce qu'on appelle le pacte vert au niveau européen, qui a fait un certain nombre de lois, notamment ce qu'on appelle la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui oblige les entreprises à rédiger des rapports de durabilité avec un certain nombre de règles. À partir d'une certaine taille ? À partir d'une certaine taille, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que comme ça, on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre la DSE et la RSE. Mais en fait, si on regarde la DSE, on se rend compte que la doctrine sociale de l'Église couvre tous les sujets sociaux, environnementaux, de gouvernance, comme la RSE. Et si on reprend la DSE, on peut la répartir en trois parties, si je puis dire. Il y a d'abord toutes les encycliques qui partent de Rerum Novarum et qui, vous savez, ont été publiées sur une année qui finit par 1. Puisque Rerum Novarum, c'est 1891, Quadragesimo Anno, 1931, Mater et Magistra, 1961, Octogesima Adveniet, 1971, Laborem Exercens, 81, Centesimus Annus, donc les 100 ans, 1991. Toutes ces encycliques, le sujet de préoccupation numéro 1, c'est des encycliques sociales. C'est au sein d'une entreprise ou au sein d'une institution, comment se règlent les relations entre patronat et employés, et ça va être les notions de juste salaire, d'inclusion, de travail, etc. À partir de 1963, il y a une encyclique de 1967, de Populorum Progressio. Comme je le disais tout à l'heure, le pape Paul VI a essayé d'étendre le sujet à des enjeux internationaux, avec les relations nord-sud, avec le développement intégral pour l'homme et pour tout homme. Et derrière, il y aura eu d'autres encycliques, Sollicitudo Rei Socialiste, 20 ans après. Le Vatican aime bien les anniversaires. Oui. Caritas in Veritate devait être sorti en 2007. Il a été sorti en 2009, mais là aussi, c'était une date anniversaire, où on va être sur les sujets de gouvernance, de relations entre les pays, et donc les enjeux, par exemple, de devoir de vigilance derrière. Et de l'autre côté, Laudato aussi 2015 et Laudate Deum du pape François, on est sur les sujets environnementaux. Donc vous voyez bien qu'on est bien en train de couvrir, selon les encycliques, les sujets sociaux, les sujets de gouvernance, comme les sujets environnementaux, ESG, environnement, social, gouvernance, ou RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc votre thèse, et vous l'avez démontré, vous le démontrez à l'instant, c'est que la doctrine sociale de l'Église couvre tout le champ de la responsabilité sociale et environnementale. Et vous, quand vous étiez directeur RSE, vous aviez déjà une connaissance de l'enseignement social de l'Église, et vous avez pu constater aussi concrètement qu'il y avait cette concordance. Cette concordance et souvent cette anticipation. C'est-à-dire que souvent la DSE a été plus en avance par rapport à la RSE. On va prendre quelques exemples. Par exemple, la notion de juste salaire que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est une notion qu'on retrouve dans Rerum Novarum et dans Quadragesimo Anno. Donc on est en train de parler de 1891 et 1931. Michelin l'a mis en place en 2024. Donc vous voyez une grande différence temporelle entre les deux éléments. On a déjà parlé du syndicalisme, je dirais, de réformiste. Pareil, 1891-1919, quelques années d'écart. Le devoir de vigilance que je mentionnais, c'est une attention de Paul VI et de Jean-Paul II, donc dans Populorum Progressio et Sollicitudo Rei Socialiste, 1987, Sollicitudo Rei Socialiste. La loi est passée en 2017 en France.
sur le devoir de vigilance. Alors comment on peut le résumer, ce devoir de vigilance? Devoir de vigilance, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, il faut faire attention à non pas seulement vos employés, avec la façon dont vos employés contribuent à produire un produit, mais aussi vos fournisseurs. Est-ce que les employés de vos fournisseurs travaillent dans des conditions dignes? Est-ce que la façon dont les produits sont produits par vos fournisseurs respecte des enjeux sociaux ou environnementaux? Et donc concrètement, une entreprise, une direction RSE de groupe, va mettre en place un certain nombre de critères pour essayer de s'assurer que votre fournisseur respecte les droits humains, a des respects de ses employés, c'est-à-dire qu'ils travaillent en sécurité, n'est pas en train de déforester de manière très forte le pays d'origine. Enfin, vous voyez, Oui, le c'est but, travailler c'est à que- l'étranger, notamment. Donc on est en train d'analyser la chaîne de valeur en amont, Oui. en fait. Et la responsabilité sociale ne se borne plus au niveau de l'entreprise uniquement, mais va bien inclure votre chaîne amont. Et donc c'est un changement de paradigme. Et ça implique aussi que le fournisseur soit bien traité par son donneur d'ordre. Alors voilà. Et c'est là où je vous dis que la DSE va parfois un peu plus loin que la RSE. C'est-à-dire que dans la DSE, il y a cette notion de juste prix. Oui. Est-ce que je paye correctement mon fournisseur? Et aujourd'hui, on parle de fournisseurs, de sous-traitants étranglés, parfois, dans certains secteurs. Exactement. Notamment agricole, par exemple. Dans, La répartition de la chaîne de valeur, oui, de la valeur ajoutée dans le monde agricole. Oui, c'est un sujet. Dès Paul VI, il y avait cette notion, attendez, est-ce que vous payez le juste prix vis-à-vis de votre fournisseur, vis-à-vis du pays d'origine dans lequel vous achetez cette matière première? Dans la RSE, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Oui. Dans la RSE, on est sur une notion de est-ce que vous traitez bien vos employés, les droits humains? Le prix ne fait pas partie de l'équation. Donc c'est là où je vous dis... Ça viendra peut-être alors. Mais ça viendra peut-être que la DSE est souvent en avance sur la RSE, sur, je dirais, deux types de choses. D'abord, des enjeux un peu précis. On a mentionné cette question de juste salaire, de juste rémunération. Vous mentionnez tout à l'heure le principe de gratuité. Ouais. Le principe de gratuité existe dans la DSE. Benoît XVI encourageait toutes les initiatives qui visaient à hybrider le business et le non-business. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez des exemples de fondations. Les entreprises ont souvent des fondations qui donnent de l'argent de manière caritative. Quasiment toutes les grandes entreprises aujourd'hui. Quasiment toutes les grandes entreprises. Tout le CAC 40 fait ça aujourd'hui, pas près. Après, lesquelles vont travailler effectivement pour mettre en place des offres avec des ONG? Oui. Aujourd'hui, très peu. Lesquelles ont mis en place des socio-business? Vous avez le cas de Danone. Vous n'avez pas beaucoup d'exemples. Alors les socio-business, expliquez-nous en 2 mots. Socio-business, c'est le fait que quand vous prenez une offre, vous allez essayer de maximiser l'impact social, en l'occurrence pour un social business, mais on pourrait dire aussi l'impact environnemental d'une offre. Oui. Et ça a évidemment des répercussions économiques. J'y reviendrai dans la 3e partie. Mais sur l'accueil des migrants, là aussi, la DSE va beaucoup plus loin que la RSE dans l'accueil des migrants au sein des entreprises pour leur permettre d'être intégrés à la société civile. L'écologie culturelle, le fait de respecter chaque identité culturelle, dans Laudato aussi, il est clairement dit qu'il est presque aussi grave de perdre une langue, une communauté culturelle, que de perdre une espèce. Donc ça va très loin en termes de respect de l'écologie culturelle. Donc sur certains enjeux spécifiques, la DSE va plus loin que la RSE. Je pense qu'il est aussi important de mentionner les enjeux de principe. La DSE s'appuie sur des principes qui sont quand même précisés, alors que la RSE n'a pas forcément précisé ces principes. Et quand vous dites les principes de DSE, subsidiarité, vous pensez à ça? Non, je pense plus à l'anthropologie, par exemple. À l'anthropologie. C'est la référence, il y a une anthropologie derrière, en fait. Il y a une anthropologie derrière. Nous sommes des êtres sexués, hommes, femmes. Nous faisons partie d'une communauté. Et cette communauté a beaucoup d'importance pour nous. La RSE ne va pas forcément préciser cela. Ça veut dire qu'on parle d'individus, on ne parle pas forcément de personnes, pour reprendre. Autre élément, tout est lié dans la DSE. Ça a été martelé par Benoît XVI, ça a été rappelé et martelé aussi par le pape François. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sujets environnementaux ne peuvent pas être traités séparément de sujets sociaux, ne peuvent pas être traités séparément de sujets spirituels ou de sujets économiques. Il faut lier les sujets entre eux. Et les sujets de bioéthique aussi, et les sujets qui de peuvent bioéthique aller avec le sujet écologique. Tout à fait.
Et donc, typiquement, par exemple, j'ai pu travailler avec des sujets de laboratoires pharmaceutiques où le sujet social était extrêmement travaillé, pas forcément le sujet environnemental. Sauf que si vous proposez des produits qui peuvent être très dangereux pour la planète, est-ce que c'est bien ça? Et idem pour la partie bioéthique. Et enfin, un grand principe, c'est que la morale est au-dessus de l'économie, fondamentalement. On parle de théologie morale. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne fait pas. Il y a un bien, il y a un mal. Il y a un bien, il y a un mal, On peut et il y a une qualifier les limite. actes. On va qualifier l'intention et l'acte. Comme au confessionnal, en fait. C'est ça. C'est ça. Et toute la théologie à ce sujet peut aider à discerner en entreprise. Donc Dieu a quelque chose à voir dans cette affaire, puisque c'est une question de loi naturelle, de loi divine qui est là-dedans. Ou en tout cas, la DSE nous donne un catalogue de principes qui peut servir un directeur RSE, puisqu'elle va vous donner un référent. Pour vous donner un exemple très concret, j'avais eu un directeur d'un pays d'Amérique du Sud qui m'avait dit « Olivier, j'aimerais lancer des salles pour les femmes, réservées aux femmes, pour qu'elles puissent tirer leur lait et le conserver, le lait, pendant la journée de travail. » Voilà. Pour nourrir après. Pour nourrir leurs enfants. Et alors, c'est pas que la relation que vous aviez avec cette entreprise, vous étiez. Moi, j'étais le directeur RSE du groupe. J'étais le directeur RSE du groupe et c'est une de mes filiales. Une de vos filiales, d'accord. Et du point de vue de la DSE, nous devons encourager l'inclusion des femmes au travail, tout en favorisant aussi leur vocation à être mère et à pouvoir être mère. Donc voilà typiquement un exemple où il était important de mettre en place ces dispositions pour les femmes, pour leur permettre de pouvoir continuer à travailler, tout en permettant de pouvoir nourrir leur enfant. Ouais. Donc c'est très concret derrière en termes de mise en place de pratiques ou de politique. Et politique. Et puis en plus, on est dans des pays où les femmes travaillent, tout le monde travaille en fait, mais dans les pays où est forte aussi imprégnation agricole, par exemple, le travail des enfants. Mais à la ferme, tout le monde travaille. Alors, je sais pas, vous avez été confronté à ce type de bien sûr. question. Et sur le travail des enfants, faut être très clair. On s'assure justement qu'ils puissent être à l'école et donc éviter d'avoir des enfants qui travaillent dans l'organisation, tout comme forcer les fournisseurs à ce qu'ils ne fassent pas travailler les enfants pour que les enfants bénéficient de l'école et de l'instruction scolaire. Voilà, donc s'ils donnent un coup de main à la ferme familiale, c'est une chose, mais s'ils sont déscolarisés pour être intégrés à l'organisation, c'en est une autre, c'est ça. Et ce qui est le gros problème, ce qui est un des gros problèmes de beaucoup de pays émergents. Oui, pas seulement en Amérique latine. Oui. En Afrique et en Asie aussi. Oui, parce que c'est des modes de vie très familiaux, c'est des micro-sociétés partout, quoi. Avec des coutumes, avec des mœurs. Et les droits humains aussi sont un sujet, les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on lutte contre le travail forcé, on lutte contre le travail qui n'est pas encadré par des contrats. Et une direction RSE de groupe met en place un peu les politiques pour justement s'assurer que les droits de l'homme sont respectés en son sein et vis-à-vis de ses fournisseurs. Pour ne pas être complice d'une situation dramatique comme celle du Rana Plaza, peut-être, dont vous avez entendu parler en 2013. Alors, redites-nous. Le Rana Plaza, c'était cet immeuble qui s'est effondré sur beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières qui confectionnaient des vêtements pour toutes les grandes marques occidentales dans des conditions complètement insalubres. Cet événement de 2013, c'était la mort de plus de 1130 personnes, a ouvert les yeux des sociétés occidentales sur le fait que, attention, on ne connaît pas notre chaîne de valeur amont et il y a des conditions qui ne sont pas dignes pour les employés de nos fournisseurs. Et c'est évidemment ce qui a accéléré notamment la loi sur le devoir de vigilance dont je parlais en 2017 en France. En France, et puis dans d'autres pays aussi, j'imagine que des dispositifs légaux existent aussi dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, j'imagine. Alors, pas tous, mais en tout cas en Europe, dans le pacte vert, c'est ce qu'on appelle la CS3D en effet. Donc tous les pays de l'Union européenne sont concernés. Tous les pays de l'Union européenne sont concernés. Donc la France a eu un rôle un peu d'avant-gardiste, mais ça s'est étendu sur tous les pays de l'Union européenne, oui.
Et par exemple, en Chine, en Inde, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas travaillé là-bas, donc vous n'avez peut-être pas la réponse, mais je tente ma chance. En Chine et en Inde, et alors on sait que la Chine a pris un virage environnemental très fort. Très fort. Et Avec aussi... presque un leadership même sur le sujet, ils le Exact. cherchent. Mais est-ce qu'ils ont aussi quelque chose qui pourrait s'approcher de cette notion de RSE sur les entreprises? Oui, ils ont des notions de RSE, clairement. Ils sont très en avance sur la partie environnementale, notamment avec des rapports de durabilité, beaucoup moins sur les droits humains. Oui. Voilà. C'est un peu pareil aux États-Unis, où ce sont les États, donc c'est la Californie par exemple, et c'est d'autres États qui ont mis en place des règles, alors que l'État fédéral a plutôt, ces dernières années, été dans un sens contraire. Et en ce moment, par exemple, il y a l'Australie qui pousse aussi énormément et a mis en place un certain nombre de règles pour veiller à une vraie approche RSE. Donc, mais là où j'aimerais faire attention, c'est que la RSE, c'est pas que du réglementaire. Il faut que ça soit vraiment un changement des pratiques et pas juste des lois qu'on essaye de suivre. Ce qui a été un peu le danger de l'Union européenne ces dernières années, c'est qu'elle a mis en place des réglementations qui obligent les entreprises à faire des rapports. C'est pas le rapport qui va changer forcément la pratique. Donc, il faut que ça soit beaucoup plus en profondeur que juste une approche réglementaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les mœurs de l'entreprise, sa mentalité en quelque sorte. Sa mentalité, sa façon de faire du business et aussi ses offres, ses produits et ses services qu'elle propose à ses clients. Très bien. Alors, nous allons marquer une deuxième pause, Olivier Chevreau. Et vous avez choisi le chanteur Grégoire. Et c'est toi plus moi. Oh, c'est connu, ça. C'est très connu et en effet, je pense que l'un des enjeux de la DSE, c'est aussi d'être connu de tous et chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle dans son entreprise, où qu'il soit dans l'organisation, tout comme chez lui, dans sa façon de gérer son patrimoine personnel. Eh bien, nous écoutons le chanteur Grégoire. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, et bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'art, pour tous ceux qui te font, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, je veux te voir, des étoiles dans les yeux, je veux nous voir, insoumis et heureux, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et entrez dans la danse.
Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, à l'écoute de l'émission Questions Écho dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, l'actualité brûlante de la DSE, et pour en parler, je reçois Olivier Chevreau, donc, qui est associé dans un grand cabinet de conseil et qui nous a déjà expliqué en quoi la doctrine sociale de l'Église était actuelle hier et aujourd'hui, et aussi en quoi elle éclairait ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la RSE. Alors je disais, quand je vous ai présenté à nos auditeurs en début d'émission, j'ai dit que vous étiez un praticien, vous êtes quelqu'un de terrain, parce que parfois on se dit la DSE, d'accord, la subsidiarité, la participation, la solidarité, on a des grands principes, mais vous savez qu'on peut les éprouver sur le terrain de manière concrète, ça ne reste pas des vœux pieux, en quelque sorte. Donc, et ça doit surtout rendre concret, parce que c'est ça qui est important. L'idée de la DSE, c'est pas juste en effet une discussion de salon ou théorique. Il faut que ça conduise à un changement de pratique. C'est ça qui nous intéresse. Tout à l'heure, je mentionnais un exemple sur l'inclusion des femmes. Je peux prendre un deuxième exemple sur la subsidiarité que vous venez de mentionner. En tant que direction RSE, chaque groupe a pris des engagements de décarbonation. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que la façon de produire le produit qu'on vend, la façon dont on achète, on doit réduire notre empreinte carbone. C'est typiquement un sujet où une direction RSE en centrale n'a pas toutes les billes, n'est pas capable d'avoir tous les bons plans d'action qui permettent d'avoir les bonnes idées qui permettent de décarboner. Notamment quand le groupe est mondial. Notamment quand le groupe est mondial, quand vous êtes sur tous les continents, quand vous avez des départements aussi divers qu'un département achat, commercial, industriel, qu'importe. Là, ce qu'on avait pu faire, par exemple, dans notre groupe, ça a été de se dire, on met en place une mécanique de remontée de toutes les idées qui viennent du terrain pour nous aider à trouver les meilleures idées de décarbonation. Ce n'est pas nous qui allons trouver à la place de tout le monde, c'est chacun qui va pouvoir contribuer. On donne évidemment quelques grands principes, mais c'est chacun qui va arriver avec ces idées-là. Qu'est-ce que j'avais eu comme idée, de manière très concrète ? Une direction informatique m'avait dit, informatique et téléphonie, Olivier, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on donne un téléphone pro avec un téléphone perso, mais en fait, aujourd'hui, on peut avoir des téléphones avec 2 cartes SIM. Donc, autant éviter, et on propose ça plutôt qu'un autre. En avant. Très bonne idée. Deuxième exemple, la direction RH avait donné l'idée, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait une augmentation de capital réservée aux salariés chaque année. On décide que 10% de cette augmentation de capital réservée aux salariés va être là pour optimiser des process industriels liés à l'utilisation du carbone ou de l'eau. C'était la première fois qu'un groupe français faisait une augmentation de capital réservée à un salarié. C'est l'affectation du capital levé, c'est ça ? Exactement. Et du coup, les salariés ont souscrit 10% de plus que les augmentations de capital précédentes. Donc, ça peut être très concret, ça peut être des idées qui peuvent être locales, comme des idées qui peuvent toucher le groupe dans son intégralité, peu importe, mais la subsidiarité, c'est évidemment quelque chose d'important. Autre exemple, aujourd'hui, le pape Léon XIV a sorti Magnificat Humanitas, l'IA, avec un certain nombre de critères de discernement éthique. Je serais une entreprise qui cherche à définir une politique sur l'IA, je me précipiterais pour lire ce texte, parce que vous n'avez pas de texte de référence de renommée aussi internationale aujourd'hui. Oui, et la presse l'a souligné d'ailleurs. Hein. Oui. Le pape est en train de combler un manquement énorme et tous les groupes s'interrogent aujourd'hui sur quelle va être ma pratique éthique de l'IA. Voilà un texte de référence qui nécessite d'être lu, décortiqué et mis en pratique dans les organisations. Oui, parce que les défis sont tellement vertigineux. Et la limite est difficile à tracer. Donc on a besoin d'un discernement éthique et de rendre ce discernement éthique concret. Donc ça veut dire que cette encyclique du pape, elle peut être lue par nos grands décideurs économiques, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, c'est pas la question, ils peuvent le comprendre. Exactement, et je ne sais pas si vous voyez les réponses ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, parce que l'encyclique est quand même très récente, vous avez des personnes de tous bords politiques du monde de l'entreprise qui commentent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, dans la presse, l'encyclique du pape. Donc, c'est en train de se produire. Oui, donc un directeur RSE va lire par exemple cette encyclique sur l'intelligence artificielle et va s'en inspirer, s'il le souhaite,
pour définir sa politique éthique d'implantation de l'IA dans les différents compartiments, en quelque sorte, de son entreprise, parce que toutes les entreprises intègrent maintenant de l'IA dans tous les process. Voilà, mais le pape va souligner beaucoup d'éléments. Il va souligner des éléments sur la finalité de l'IA, sur aussi comment l'IA a été générée. Un des sujets que l'encyclique mentionne, c'est que par exemple, l'IA, ça nécessite des data centers qui vont consommer énormément d'eau et énormément de ressources. Et donc, l'implantation du data center est un sujet important. Parce que si vous l'implantez au Ghana ou en France, ce n'est pas les mêmes enjeux en termes de développement du pays. Aujourd'hui, les groupes les plus avancés s'intéressent à la localisation des data centers. Et donc, vous voyez bien le lien entre, d'un côté, un critère proposé dans Magnifica Humanitas, et de l'autre, des politiques mises en place dans des entreprises. Oui. Et quelle est la tendance sur l'implantation? On cherche dans des pays, justement, du Sud à les mettre là, ou au contraire, à les localiser Alors, aujourd'hui, il y a quand même, là où il y a l'activité. je dirais, il y a quand même une multiplication des data centers et des implantations. En revanche, on voit de plus en plus naître dans les entreprises un intérêt pour se dire, je ne vais pas chercher juste une localisation et un coût, mais je vais aussi m'intéresser à la façon dont l'énergie, quel niveau d'énergie est utilisé dans le data center, le niveau d'eau, et comment ça se répercute dans la communauté locale pour s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition entre le data center et la communauté locale. Oui, parce que l'eau, c'est une ressource qui a certaines limites, il y a une finitude. Tout à fait. Donc on peut imaginer qu'un usage excessif d'eau, imaginons que dans tel lieu de la planète, on se dit, nous on va se spécialiser dans les data centers, ça va nous rapporter des sous, parce qu'on a besoin de sous, ce qui se comprend. Mais si c'est au détriment de la population, de l'agriculture familiale, C'est le cas par exemple sur le cuivre. Hein. Le marché du cuivre, vous êtes en désert d'Atacama, au Chili ou au Pérou, des régions en stress hydrique très fortes. Il y a évidemment un conflit entre les mines et minerais de cuivre et la population ou la biodiversité qui a besoin d'eau aussi. Donc c'est pourquoi les opérateurs de cuivre aujourd'hui sont en train de faire un pipeline pour apporter de l'eau de mer plutôt que puiser de l'eau. Donc ce conflit existe sur plein de sujets, à plein d'endroits, et nécessite d'être pris en compte par les entreprises. Oui. Donc ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est de se dire, sur certains enjeux spécifiques, la DSE peut éclairer une direction RSE et lui permettre de prendre des décisions ou de définir des politiques concrètes. Le deuxième élément qui me paraît très important de mentionner, c'est le pilotage. Aujourd'hui, on a tendance à penser que la RSE, c'est un enjeu réglementaire. C'est un piège. C'est absolument pas un enjeu réglementaire. On a des urgences sociales et environnementales et éthiques qui nécessitent une action d'aujourd'hui. Mais l'un des problèmes, c'est que parfois le sujet n'est pas forcément articulé entre le financier et l'extra-financier. La DSE est très claire. Tout est lié. Propos du pape François, propos de Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Jean-Paul II nous mentionnait par exemple qu'il était important évidemment de rechercher du profit. C'est le principe de base d'une entreprise et la DSE n'a jamais été contre le profit. La DSE va nous interroger sur la façon dont le profit a été réalisé et à quel usage le profit va être utilisé. Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, nous a mentionné il serait bon que dans la façon de piloter les entreprises, on s'intéresse au profit, mais qu'on y rajoute des facteurs humains. Et qu'on pourrait dire on rajoute aussi des facteurs environnementaux, sociaux, et ainsi de suite. Et il a été entendu en quelque sorte, là, parce que aujourd'hui, toutes les entreprises désirent cela, elles le disent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises, c'est-à-dire qu'ils commencent à piloter, par exemple, un résultat d'exploitation, mais parfois vous allez faire ce résultat d'exploitation rapporté à une tonne carbone, ou rapporté à un enjeu humain. Donc on est en train de faire, en ce moment même, dans les entreprises, cette hybridation entre le financier et l'extra-financier. Avec des indicateurs spécifiques. Avec des indicateurs spécifiques. Je reprends mon exemple de cuivre. Oui. Vous avez un problème de pénurie de ressources de cuivre sur la planète. C'est un métal rare, très demandé, etc. Est-ce que vous allez continuer à chercher votre marge financière de vos produits seulement, ou vous allez faire votre marge financière rapportée à la tonne de cuivre? Vous êtes en train d'articuler du financier et de l'extra-financier, si vous faites ça. Et dans 2 ans, dans 3 ans, au moment où la pénurie de cuivre devient de plus en plus insoutenable, dans un cas, vous l'aurez anticipé,
Dans l'autre cas, vous serez resté sur du financier, sur vos rails, et vous serez face au problème de pénurie de cuivre. Donc, dans le pilotage des entreprises, on peut s'inspirer de la DSE en faisant des liens entre les sujets financiers et extra-financiers. Il peut y avoir une tension quand même, ou un conflit, voire entre le financier et l'extra-financier au sein d'une même entreprise, Tout à fait. puisque un directeur financier peut dire, écoutez, j'ai besoin de, vous disiez l'EBITDA, là, le compte Ouais. d'exploitation, ou résultat d'exploitation. Moi, j'ai des actionnaires, les amis, là, et si on est 2 points en dessous, ça ne va pas. Et là, votre plan, il va nous pénaliser. Imaginons que le DAF dise ça. Mais c'est là où le principe écosystémique de la DSE est intéressant. C'est-à-dire, il vous oblige à poser des équations. Poser des équations, c'est justement être en capacité de résoudre votre articulation entre le long terme et le court terme, entre le financier et l'extra-financier. Vous savez que vous avez un problème de cuivre, donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous savez que vous devez générer de la marge financière. Donc en prenant votre marge financière et en le rapportant à la tonne de cuivre, vous bâtissez une équation qui vous permette de tenir les deux parties de votre injonction contradictoire. Oui. Et le but d'une entreprise aujourd'hui, c'est pas d'ignorer l'une au détriment de l'autre. Parce que son but, c'est de vivre aujourd'hui le mieux possible avec la meilleure résultat financier, mais d'être encore là dans 5 ans. Et dans 5 ans, il aura encore besoin de cuivre, alors, s'il n'y en a plus. Exactement. Ouais. Et donc, si vous n'avez pas tenu compte aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, vous aurez un gros problème. Oui, c'est-à-dire que l'appétit immédiat de la rentabilité, parce qu'il y a une pression, parce qu'on est en bourse, par exemple. Parce que c'est suivi au jour le jour, les cours de bourse, par les directions financières. Et c'est vrai pour tous les sujets socio-environnementaux. Si vous faites un profit, je dirais, magnifique au détriment de vos salariés, vous aurez à un moment un problème avec vos salariés. Si vous le faites un superbe profit au détriment des ressources environnementales, vous aurez un problème. Oui, donc là, de toute façon, la valeur de l'entreprise va être affectée. Donc, l'entreprise a une valeur financière et extra-financière. Les papes nous le disent depuis 135 ans. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus concret du fait des tensions qu'on a sur les enjeux sociaux, environnementaux. On ne peut plus faire fi. Donc, une valeur financière, extra-financière, donc matérielle et immatérielle, en quelque sorte. Exactement. Donc, l'immatériel est rentré dans la matière de réflexion et de pratique. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est obligé d'en tenir compte aujourd'hui. Et la DSE nous aide aussi à comprendre que tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que selon les entreprises, vous aurez des sujets qui sont plus importants que d'autres. Parce qu'elle nous met en garde contre une chose. Elle nous met en garde contre le fait que la RSE peut être à tendance idéologique par moment. Si je veux avoir la même approche dans toutes les entreprises de la même façon, je suis en train de déployer un catalogue RSE. Dans toutes les entreprises, je veux décarboner, je veux réduire mon empreinte eau, etc. Sauf que peut-être que je suis en train de travailler avec une mutuelle. L'empreinte eau d'une mutuelle, c'est pas grand-chose. Voilà. En revanche, le sujet de la mutuelle, ça va être l'inclusion, par exemple. Ça va être l'impact sur la santé des gens. Parce que c'est le service qu'elle vend à ses clients. Donc, en nous faisant travailler sur la notion de profit couplée à des enjeux extra-financiers, on est obligé de travailler sur ce qui est le plus pertinent pour un modèle d'affaires. Et ça évite l'idéologie. Donc, si je reviens, et c'est là où je trouve que la DSE est quand même formidable, vous êtes obligé de revenir sur votre modèle d'affaires de votre société pour travailler ce qui est le plus pertinent pour votre société. Vous êtes obligé de combiner du financier et de l'extra-financier, parce que le financier n'est pas le but absolu de tout. Et vous êtes obligé de tenir compte des enjeux sociaux, environnementaux, éthiques les plus critiques du monde d'aujourd'hui. Je vais peut-être vous donner un autre exemple. Allez-y, oui. On demande des exemples. Je travaillais dans un groupe d'électrification qui faisait des câbles électriques. Dans ce groupe-là, on était notamment en charge de l'Afrique. Voilà. On avait sorti des offres d'électrification de villages. Et au bout d'un certain temps, on se rendait compte que ces électrifications de villages ne fonctionnaient pas forcément. Pourquoi ? Parce que les villageois n'avaient plus assez d'argent pour payer le réseau électrique et donc l'électricité. C'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il pouvait y avoir des problèmes de maintenance, parce qu'ils n'avaient pas forcément la compétence technique pour pouvoir réaliser les maintenances des réseaux. Donc on s'est posé et on a interrogé toutes les parties prenantes pour dire que fait-on ? Et c'est là où une ONG, donc j'arrive à l'hybridation entreprise gratuité, une ONG nous a dit « mais nous, on peut vous aider ». Parce que nous, on sait former les villageois. On a toutes les compétences pour former les villageois et on va former un électricien ou une électricienne
par village qui va être capable de faire la maintenance. Et on va former les villageois à électrifier l'activité principale du village. On est sur un village de cacao, on va électrifier le moulin qui va permettre aux villageois de vendre du cacao broyé plutôt que du cacao brut. Et donc, ajouter sa valeur ajoutée. Et du coup, rajouter de la valeur, et du coup, permettre aux villageois d'avoir de l'argent qui leur permet de payer le réseau, et leur permettre de développer un nouveau métier qui leur permet de maintenir dans le temps ce réseau électrique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une offre, on a rajouté un impact social. En rajoutant cet impact social, on a amélioré le profil économique de cette offre, et ça permet de vendre plus. Tout est lié. Les sujets sociaux ne sont pas forcément opposés aux sujets économiques ou aux sujets environnementaux. Il faut trouver la moyen de poser l'équation au niveau d'une offre ou au niveau d'une entreprise. Et une ONG, qui est une association à but non lucratif, vient apporter son concours à une entreprise à but lucratif. Qui, elle, n'aura jamais le savoir-faire pour aller former des gens sur site. Donc il faut reconnaître que les ONG ont un savoir-faire et une expertise qui est extrêmement précieuse. Ne serait-ce que celle du terrain, de la présence. Exactement. Et je posais la question à l'ONG, est-ce que pour vous c'est un intérêt de faire ça ? L'ONG me disait, voilà, nous on électrifie 4 villages par an sur base non lucrative. Une goutte d'eau dans l'océan de l'Afrique, enfin, c'est absolument ridicule. En faisant ça, on peut faire 50-100 villages par an. Ils font moins de choses, ils ne font pas la totalité de l'électrification, c'est le business qui va faire la totalité, ils font la formation, mais ils augmentent leur impact. Alors, dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire environ 1 minute 30, Olivier Chevreau, cela peut-il arriver qu'une entreprise dise « Moi, je veux un accompagnement, vous êtes consultant, je veux vous m'accompagner pour implanter la DSE dans mon entreprise. » Explicitement, la DSE. Et c'est le cas. Et c'est le cas. On a 2 types d'entreprises qui sont intéressées par ça. D'abord, évidemment, les fonds, les banques privées ou non, qui sont en train de monter des fonds alignés avec la doctrine sociale de l'Église en France. Vous interviewez il y a quelque temps dont Pascal André avec le fonds Procléro, c'est un exemple. Vous avez le fonds Credo de la Banque de Lubac, vous avez la Société Générale qui a lancé des fonds DSE en septembre dernier, et il y a en ce moment un certain nombre de fonds qui se créent sur les fonds DSE. Et c'est vrai aussi pour les entreprises. J'ai eu le cas récemment en juin d'une entreprise qui m'a consulté pour mettre en place son modèle d'affaires, articulant performance financière et Laudato aussi. Donc c'est explicite. Explicite. Ça fait plaisir pour vous qui êtes... Bien sûr. Oui, là c'était... Bien sûr, ça fait plaisir parce qu'on se dit, ils ont tout compris. C'est un moyen d'aller plus loin dans la mise en place d'une vraie politique sociale et environnementale articulée à la performance financière. Eh bien, cette émission touche à son terme. Olivier Chevreau, merci infiniment d'être venu dans ce studio et de nous avoir expliqué toutes ces choses passionnantes. Merci bien sûr, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre écoute fidèle, toujours, de ces conversations du week-end. Merci Pierre pour la réalisation technique de cette émission. Et nous nous retrouverons pour une prochaine émission Question Éco. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard